Salut les amis, le match 2 vient de se terminer et je vais ranger ce petit truc juste à côté de moi pour pouvoir débriefer cette belle victoire des Phoenix Suns contre les Milwaukee Bucks. Il y a plein de choses à dire, on est ensemble pendant 40 minutes en direct sur Twitch, enfin pour ceux qui sont là maintenant tout de suite, mais aussi pour ceux qui sont sur YouTube toute la journée de demain. On est avec Erwan aujourd'hui, on a assisté encore une fois à un super match. On a assisté à un super match maîtrisé par la même équipe et la même équipe a été dominée, donc effectivement les Suns s'imposent une deuxième fois à domicile et j'ai l'impression, on va y revenir assez longuement, qu'il y a quand même une équipe qui domine, qui est plus forte, qui est plus prête à soulever un trophée que l'autre. Absolument, c'est la grande question qu'on va se poser, c'est est-ce que les Bucks sont capables de revenir dans cette série? Évidemment, le changement de territoire, d'état pourra changer leur état d'esprit. On sait que lorsque tu es mené 2-0 après 2 matchs à l'extérieur, ça ne te condamne absolument pas. Il y a plein de trucs à dire, on le disait, on va revenir sur les performances individuelles, on va pas évidemment revenir sur les tops et les flops comme lors du match 1. On va se refaire aussi le déroulé, puisque c'était intéressant de voir quelle était l'entame de ces deux équipes et puis aussi les ajustements qu'on voulait voir après le match 1. Il n'y a pas tellement de choses qui ont changé tactiquement, mais il y a eu quand même des axes très intéressants. On est avec vous évidemment dans le chat, on vous lit et on vous et on prend les commentaires en direct. On me dit que je ressemble à Patrice Loco avec cette magnifique Euro 96. Absolument, non c'est juste. J'embrasse Fabien de chez Nike qui nous a envoyé un petit carton comme il en a bien l'habitude. C'est la veste de l'équipe de France de basket. Donc je la mets en l'honneur de ce match qui n'a pas été retransmis malheureusement. Tu sais que le coq comme ça me faisait penser presque à l'équipe de France de ski. Ah, de ski, ouais. De ski, ouais. Mais ça fait aussi rugby, j'ai l'impression. Mais sachez qu'en tout cas, la gamme de chez Jordan pour l'équipe de France est magnifique. Si un jour on a le droit de voir les matchs à la télé, eh bien ce sera encore samedi, ça devrait être le cas. Ouais, j'espère, parce qu'aujourd'hui, il y a un France-Espagne que j'ai pas pu voir, j'ai un peu le seum, mais bon, c'est un autre débat. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent maintenant, ceux qui se lèvent évidemment, vous connaissez le score, on regarde ça ensemble et on débrief. Premier mot, Erwan, sur les attentes que tu avais sur ce début du match et sur l'entame du match des Bucks, puisque c'est eux qui devaient proposer une réaction. J'étais très curieux de voir comment les Bucks allaient un petit peu changer certaines choses, notamment la défense pick and roll et les match-up. On se souvient que sur le match 1, on avait été un petit peu surpris de voir Jrue Holiday qui ne commençait pas sur Chris Paul. On avait été surpris de voir des choix de changer systématiquement sur pick and roll et les sanctions que ça avait engendré. Donc le début de match, on voulait voir forcément un changement d'attitude. On l'a vu très agressif. Tu as été le premier à me dire, mais regarde comme ils sont très agressifs, à l'image de Jrue Holiday. Et surtout, on a vu Jrue Holiday sur Chris Paul tout de suite, lui mettre une grosse pression. Et on a vu que sur pick and roll, on ne changeait plus, on contrôlait. Et le défenseur de celui qui utilise pick and roll, donc en général le défenseur de Booker ou de Chris Paul, faisait l'effort de passer au-dessus et de reprendre son joueur. Ça a plutôt bien marché en tout cas sur les premières minutes du match. Ouais, j'avais envie de voir une réaction physique des Bucks. Je l'ai senti direct, on l'a senti direct sur les quelques premières minutes. On a vu Chris Paul être plutôt malmené par Jrue Holiday. Défensivement, on l'a vu souffrir sur Jrue Holiday qui était très agressif. Et en même temps, offensivement, on a vu Jrue Holiday tout le temps dans ses pattes. Parfois même, il avait du mal à remonter la balle. On l'a vu rater quelques passes, ce qui ressemble absolument pas à Chris Paul. C'était la même chose pour Devin Booker, qui rate 2-3 tirs dans ce début de match, mais parce que les Suns sont contrariés. Je ne dis pas qu'ils sont à la tête sous l'eau et tout, ils sont contrariés par une vraie volonté d'imposer une patte physique côté Bucks. Ils sont contrariés dès le début du match. Temps mort. Et là, ça va être une des grandes parties de cette rencontre, c'est qu'en face, tu as un coach, Monty Williams, qui réagit pendant le match, qui a vu pendant 5 minutes, qui est là, pas mal, ok, vous faites fait ça. Beaucoup sur Twitter et nous disaient, mais on oublie DeAndre Ayton. Non, je pense pas que les Suns aient oublié DeAndre Ayton, mais c'est simplement que cette adaptation défensive sur pick and roll offrait beaucoup moins d'espace sur le rôle de DeAndre Ayton. Donc, on a moins vu, en tout cas, DeAndre Ayton aujourd'hui. Ça s'explique, c'est pas qu'il a été moins bon. Même si par moments sur la fin, il a laissé quelques rebonds, mais c'est juste que l'adaptation défensive l'a moins mis en lumière. Mais il n'empêche que la solution, ils ne l'ont plus trouvée sur le rôle. Par contre, Monty Williams temps mort. Ça se passe dans les corners, les mecs. Allons tuer les aides sur les pick and roll. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et Michael Bridges, en premier lieu, avec 2 filoches corner, maintient les Suns d'entrer dans le match parce qu'on avait l'impression que l'agressivité des Bucks pouvait leur permettre de faire un break. T'es pas d'accord avec ça? On avait l'impression que les Bucks pouvaient faire un run qu'ils n'ont pas fait parce que ils ont trouvé ces tirs corner à 3 points. Ça, c'est une lecture qu'on va avoir sur tout le premier quart-temps, où on sent que les Bucks sont meilleurs, avec une stratégie qu'on va développer juste après, mais que finalement, il y a que 3 points d'écart.
à la fin du premier quart-temps. Parce que les Suns, comme tu le dis, vont trouver de l'adresse. Michael Bridges, évidemment, Jay Crowder aussi. Dans un deuxième temps, il y a Devin Booker qui rentre dans son match. Tu as Cam Johnson aussi qui met une filoche à 45. Par le biais de l'adresse, parce qu'ils ont beaucoup de tirs ouverts, parce qu'ils sont bien. La défense, en fait, la défense des Bucks est plutôt en place, comme tu le dis, sur les pick and roll, donc laisse très peu d'espace dans la raquette. C'est une bonne adaptation, sauf que. En général, quand tu fais une adaptation, bah, tu payes ailleurs. Et là, tu payes sur des shooters qui ont mis des grands tirs ouverts et qui ont permis aux Suns de faire un très bon premier quart-temps alors qu'on les sentait un peu dominés. Exactement. Moi, le premier quart-temps, j'ai l'impression que les Suns sont dominés, mais crédit pareil tactiquement aussi à Monty Williams qui a dit OK. Là, sur le pick and roll, ça ne sera pas la même chanson qu'au match 1. Par contre, là, on va aller. Là, parce que forcément, quand tu fais des aides, il y a forcément toujours des trous. Et le trou, on l'a vu que c'était corner. Le corner à gauche, de préférence. Donc là, ils ont été sanctionnés. Par contre, sur la durée du match, je me disais, le début de match des Bucks, c'est très intéressant. Les ajustements, on l'a dit, plutôt bien. Et puis, on pilonne à l'intérieur. On a vu très vite 12-0, 12 paniers marqués à l'intérieur, 0 pour les Suns. On a dit, voilà, avec Brook Lopez et Giannis, ils vont leur faire mal. On a vu un PJ Tucker qu'on a plus vu sur le match 2 en 7 minutes que sur la totalité du match 1. Beaucoup d'agressivité au rebond offensif. Moi, j'étais pour l'instant plutôt OK avec ce début de match des Suns, même si j'ai trouvé, et ils vont le payer sur la durée du match, qui ne sont pas allés assez agresser DeAndre Ayton. C'était une des clés du match qu'on s'était dit à la fin du premier game. Faut provoquer des fautes à DeAndre Ayton. Ce soir, DeAndre Ayton, il a été peinardos tranquillos au niveau des fautes. Ça, ce qui est sûr, c'est que dans la stratégie d'attaque côté Bucks, on a senti une volonté d'être très proche du cercle, d'être très agressif vers le cercle, et même de carrément délaisser à un moment donné l'adresse extérieure. Il y avait cette stat, comme tu disais, il y avait le 12-0 dans la raquette, mais il y avait aussi une stat à 3 points. À un moment donné, quand les Suns là, ont leur coup de chaud dans le premier quart-temps, ils sont à 8 sur 13, 8 sur 14 à la fin du premier quart. En face, ils sont qu'à 1 sur 3 avant que Connaughton mette une autre filoche, donc à 2 sur 4. Donc le différentiel entre les deux équipes, donc ça donnait à peu près, je crois il y a 29-26 à la fin du premier quart, je vérifie, 29-26 pour Milwaukee. Donc la différence de style des deux équipes était flagrante, et le gros problème des Bucks, et c'est ce qui va se vérifier tout au long de ce match-là, c'est que tu es peut-être agressif, tu mets des paniers à 2 points, dans la deuxième mi-temps tu vas beaucoup sur la ligne des lancers francs par le biais de Giannis, mais en fait ça manque énormément de shooters autour, ça manque énormément de fiabilité externe. Et en face, c'est tout l'inverse. Ils ont été très fiables sur les extérieurs. C'est ce qui fait une énorme différence. Ça fait une différence de 10 points à la fin. Fiabilité, tu l'as dit, pas de fiabilité dans le tir externe. Et puis surtout avec la défaillance de 2 joueurs majeurs et personne qui prend le relais. Pat Connaughton a été bon. Pat Connaughton a été bon. Mais il manque. Je te dis, l'ouverture du banc des Bucks c'est très tôt, hein. Quand Giannis sort, c'est Bobby parti. Je crois que c'est le premier, c'est Brook Lopez qui sort, peut-être. Je crois ou Giannis. C'est le Brook Lopez qui sort, alors qu'ils font une bonne entame. À partir du moment donné où Brook Lopez sort pour la première fois, Bobby Portis rentre. Jusqu'à il fera une séquence de même moins de 5 minutes, mais à cheval sur le premier quart-temps et le deuxième quart-temps, c'est la fin des Bucks. Ils vont être menés, ils ne passeront plus jamais devant jusqu'à la fin du match. Le passage de Bobby Portis est une catastrophe, notamment défensivement. Et d'entrée, tous les doutes qu'on a vus sur le match 1 vont revenir chez les Bucks. Et derrière, ils vont ne faire que courir à travers le score avec plus ou moins des rapprochés, et puis surtout des prises de tir, des prises de décision dans l'urgence. Et heureusement que Giannis sort un match de mammouth pour un peu atténuer ça, mais j'ai senti vraiment des Bucks surdominés. La dernière fois qu'il y a eu égalité dans ce match, c'est 41-41 à 4 minutes 53 dans le deuxième quart-temps. Juste après, il y aura ce petit run des Suns pour aller chercher les double digits d'écart à la mi-temps, 56-45. C'est sûr qu'on a cette sensation que les Bucks, j'ai envie de te dire, sont impuissants face à une équipe qui n'est pas incroyable. Les Suns ne sont pas incroyables dans la première mi-temps. Michael Bridges l'est pour le coup. Ils sont incroyables d'adresse. Ils sont insolents d'adresse. Michael Bridges sort une première mi-temps, mais fantastique, sur des petits jumpers, sur des tirs à 3 points, sur de l'agressivité. En deuxième mi-temps, on l'a vu mettre un énorme dunk, ligne de fond à 2 mains, comme on les aime. C'est aussi ça la réussite de ce match côté Suns, c'est que les seconds couteaux étaient très bons. Les stars ont été très bonnes, il n'y a aucun doute. Chris Paul et Devin Booker, même si DeAndre Ayton on l'a moins vu. C'est aussi le fait que Jay Crowder et cette stat est folle, tu vas voir, Jay Crowder et Bridges ont marqué plus de points en cumulé que Jrue Holiday et Middleton. C'est ça la stat qui est folle. C'est pas incroyable? Oui. Jay Crowder et Bridges, en cumulé tous les deux, mettent plus de points que Middleton et Jrue Holiday. Oui, non, mais c'est pas incroyable comme ça? Si, c'est incroyable. Mais moi, les deux autres, ils m'ont tellement mis dans le dur. Et puis,
cette équipe-là, elle est habitée par quelque chose. Et le match de Michael Bridges, ça en est l'exemple parfait. C'est lui, je te dis, sur le début de match, c'est lui qui les maintient, c'est lui qui les met dans le match. Et puis tout au long, avec cette adresse à 3 points, cette activité aussi, parce qu'il défend, il s'y colle aussi sur Middleton. Non, moi, c'est un joueur que je kiffe, que je kiffe énormément, qu'on a plaisir à vraiment découvrir à très haut niveau. Et puis on voit, hein, les premières finales, c'est les premières finales pour tout le monde, on l'a dit. Et puis on voit qui s'adapte au très très haut niveau, à la dernière marche, et qui bégaye terrible. Je crois que c'est 27 points, Tom. Si tu peux corriger, pas 25. Il y a donc cette mi-temps qui arrive, et là, Yanis se transcende complètement, on change son état d'esprit. On l'a vu avec cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, qui harangue sur un temps mort son équipe. On sent du leadership avec Yanis. D'ailleurs, pour clôturer l'histoire des est-il à 100%, là on peut clairement dire que Yanis est à 100%. En tout cas, moi je vois un mec qui n'est pas gêné par ses blessures et qui, même si à un moment donné on a eu un peu peur pour son genou, je le vois avoir pleinement ses moyens. Il y a une petite appréhension, je l'entends, je le comprends. Maintenant, moi je vois quand même un mec en pleine possession de ses moyens. Effectivement, quand il tombe, quand il y a un choc, ça ne doit pas être non plus comme s'il revenait après 2 mois de vacances. Il n'empêche que je vois un mec à 42 points, 12 rebonds, être très agressif, porter son équipe dans le 3e quart-temps pour pas qu'ils explosent complètement. Et il est magnifique dans ce 3e quart-temps. D'ailleurs, il bat le record depuis 25 ans. Personne n'avait mis 20 points dans un quart-temps d'une finale NBA. Le record, c'est Jordan en 93 avec 22. Et il est magnifique. Mais le problème, c'est que Thomas, on se l'est dit, il est tout seul. Et là, c'est terrible. C'est que, oui, on le voit haranguer ces mecs au temps mort, et j'adore, hein, on adore ces attitudes-là. Tu as mis ton tweet, leadership, parfait. Mais j'ai l'impression que les Bucks, ils ont besoin d'autre chose que de « Let's go, guy! Come on, guy !» Moi, ils ont besoin qu'un mec, il arrive, il prenne une ardoise, il se fait « On a emmerdé là, donc en fait, je dois mettre un backpick et puis on va les jouer là, parce qu'en fait, c'est là qu'on peut les baiser. » Voilà, ils ont besoin d'un coach, quoi. Ils ont besoin d'un mec qui, à un moment donné, puisse coacher pendant les matchs et pas juste préparer des matchs, et qu'au bout de 5 minutes, quand le coach d'en face a compris ce qu'il allait se passer, ben, qu'il allait se faire baiser. C'est quand même terrible que Budenholzer n'arrive jamais à avoir un ajustement ou une adaptation en plein match. Et ça, moi, ça m'inquiète énormément pour la suite. Il y a Suns Nation qui dit que Yanis, trop seul, ses lancers francs coûtent très cher. Il a 11 sur 18 au lancer franc dans ce match-là. C'est un monstre, mais franchement, les Suns ont bien compris que l'envoyer au lancer franc, c'est cadeau. Suns en force. C'est non seulement il l'envoie au lancer, et puis surtout, il monopolise la balle, il phagocyte le jeu. Et lui et Jrue Holiday et Middleton ont phagocyté le jeu des Bucks. C'était très dur. Brook Lopez, ça a été très dur pour lui parce que il n'y avait pas de rythme dans l'attaque. C'était je dribble. C'était une attaque archi prévisible. Quand en face, tu as 2 playmakers qui régalent, qui peuvent shooter, passer, kicker, driver, shooter à 3 points, shooter à mi-distance, provoquer des fautes. C'est un enfer, le playmaking des Suns à côté dessus des Bucks. En face, tu as encore une équipe qui est prête, qui tient ses duels. Et derrière, tu as les mecs, ils arrivent en attaque, bing, bing. Oh, Jrue Holiday, à la fin, il faisait des post-up, il partait à 3 points en post-up. Comme Yanis. C'est quel genre d'attaque d'une équipe en finale NBA, ça? Non, faut arrêter les conneries. Il y a de Russell qui dit le fait que Yanis soit très fort, voire héroïque, ne veut pas dire qu'il est à 100%. Très bien. Bon, pour rester un peu sur Yanis, moi en tout cas, j'ai aimé... en fait, c'est exactement ce Yanis-là dont on rêve tous depuis des années. Je l'ai vu agressif, je l'ai vu parfois être trop agressif. Cette dernière action là, dans la fin du 3e quart-temps où il va tout droit, il fait un énorme... Il démonte Torrey Craig. Il blesse Torrey Craig carrément, qui sort en boitant. Il a l'air de s'être fait le genou, le gars. Mais c'est exactement le Yanis dont on rêve tous, c'est-à-dire qu'il arrive à allier donc sa force physique. On l'a vu mettre des dunks, des forts rebonds offensifs, provoquer des fautes aussi, puisque la seule chose que pouvaient faire les défenseurs, c'était faire des clés de bras. Ok, mais il a ajouté à ça quelques petits fadeaway, un tir à 3 points à un moment donné. Et puis voilà, quand je dis du leadership, c'est que oui, il y avait pas de mouvement. Oui, c'est vrai que ça phagocyte le jeu, mais c'est aussi ça la NBA. La NBA, c'est on donne un quart de terrain à un Kemé, et il est capable. 3. Oui, mais là, pour le coup, lui, il a réussi à le faire. Oui, voilà. Et grâce à sa performance, à un moment donné, ils se disent on est à 2 possessions de revenir dans le match. 6 points. Et ça reste pour moi un exploit incroyable, tant la différence collectivement entre les deux équipes, elle est énorme. Est-ce que tu rajouterais pas à cette performance monstrueuse l'exemplarité défensive aussi? On l'a vu tenir. On l'a vu le compte sur Michael Bridges, on l'a vu aussi même tenir des duels. On l'a vu tenir des duels, se mettre sur Devin Booker, les gêner vraiment. Et ça, moi, ça m'a plu beaucoup aussi. Il a été exemplaire de toute façon, Yanis. Il lui a manqué quand même un peu de tête pensante sur le banc et des mecs un peu quand même un minimum au relais. Évidemment, on sort du lot pas de Connaughton.
mais c'est pas de Connaughton de te faire gagner un match de finale NBA, quoi. Ça, c'est clair, parce que quand le match s'avance et que parfois on croit qu'ils peuvent le faire, qu'il y aura un money time, il y a 2 mecs là qui sont sur le plateau qui sont extraordinaires d'adresse. Mais encore, je trouve, alors il y a des tirs difficiles, mais il y a trop de tirs ouverts. Le Devin Booker, après le pick and roll, un petit pick and pop, ils se trompent tous les deux entre Giannis et Middleton. Et Booker met une énorme filoche au milieu. Il y a un tir à 0 degré de Chris Paul, là, où il a le temps de tirer. C'est pas des shoots faciles, mais il a plutôt le temps. Moi, je vois beaucoup de tirs massu, vraiment, par ces 2 mecs, mais sur des actions longues. D'ailleurs, ça me fait penser, mais la magnifique action en première mi-temps, où il y a 8 ou 9 passes des Suns, ça c'est des modèles, je suis sûr que demain on va la retrouver un peu partout avec plein d'angles et tout. Ça, c'est aussi la force des Suns, c'est de toujours arriver à... Qui se termine par le dunk de DeAndre Ayton. Le end-one de Ayton avec la faute de PJ Tucker. Voilà, c'est aussi ça la force des Suns, c'est que, ok, collectivement, c'est très abouti, ils sont très matures, on ne cesse de le répéter, mais dans ces moments où les autres peuvent revenir, en tout cas, et à domicile, ça se vérifie à chaque fois, ils arrivent toujours à mettre ce 3 points qui te met la tête sous l'eau. Qui te remet la tête sous l'eau. J'ai pas l'impression de voir une équipe, alors, bon, Chris Paul n'a jamais joué de finale, mais l'expérience, il l'a. Bah oui, bien sûr. Mais les autres, c'est quand même des jeunes joueurs encore, et j'ai l'impression, quand j'entends l'interview de Devin Booker en fin de match, je vois un mec qui mène 2-0 en finale, qui est à 2 matchs d'être champion NBA, qui vient de mettre 30 pions. Il te répond comme si c'était un match de saison régulière. Ouais. Ce que dégage cette équipe des Suns est tellement rassurante si on est fan des Suns. L'attitude de Chris Paul, DeAndre Ayton ce soir est moins rayonnant que sur le match 1. Il n'empêche, il a continué à faire ses efforts, à faire ses allers-retours, à poser ses écrans et des récompenses en fin de match. T'as raison. Quand je vois, il perd Torrey Craig, il fout un autre mec. Il y a Kaminsky qui a un passage très court. On fait le taf. C'est Cameron Payne qui met que 2 points, mais on a l'impression qu'on l'a encore beaucoup vu ce soir. C'est quand même terrible, quoi. Il n'y a pas un mec qui est pas dans le moule de l'équipe. Et ça, par rapport aux autres, on a l'impression qu'il y a une équipe, et tu le dis depuis le début, une équipe qui a des certitudes et une équipe qui se cherche encore, les Bucks. Et je voulais te lancer sur quelque chose. On parle de DeAndre Ayton. On savait qu'on voulait le provoquer. Lui provoquer des fautes côté Bucks, ça aurait été un vrai casse-tête peut-être à gérer pour Monty Williams. Ça n'a pas été le cas. À un moment donné, souviens-toi, on donne la balle à Brook Lopez. Tu fais « Ah, enfin !» Est-ce que finalement, Giannis, c'est vrai qu'il fait des post-up et qui est très bon dans ce 3e quart-temps. On a oublié l'option qui reste pour une option valeur sûre, c'est de filer cette putain de gonfle à ce grand arbre de Brook Lopez pour un peu casser le rythme et les embêter. En fait, ce qui est bizarre, c'est que Brook Lopez, on connaît ses qualités, et je pense que quand tu as Brook Lopez sur le terrain, ça n'a aucun sens de le faire jouer seulement au large et contreur dans la raquette. Il faut s'en servir un tout petit peu plus. Sauf que ça n'a jamais été dans les plans de jeu de Bud. En fait, ça n'a jamais été dans ses plans de jeu. Ça l'a été quand Giannis s'est blessé. On a revu du Brook Lopez, pas du texte. On a revu des pénétrations, passe pour Brook Lopez qui dunk. Là, Brook Lopez, il ne met pas un dunk. Il fait un loop à un moment donné sur une contre-attaque, mais sinon, il a jamais la balle dans la raquette. Mais Tom, en fait, c'est un constat. Imagine tes coachs, toi. Imagine tes coachs. Tu perds un joueur majeur. Tu essaies autre chose, des choses qui marchent. Ton joueur majeur revient. Au lieu d'oublier ce qui marche, ça te fait juste une autre option. Pour varier le jeu, parce que moi j'ai senti qu'il n'y avait aucune alternance dans cette putain d'attaque des Bucks, honnêtement, qui était d'une tristesse inouïe, et ils s'entêtent. À un moment donné, si tu veux jouer simple, donne la balle à ce grand tonton, on connaît aussi ses qualités, il est bon sur la ligne, et surtout, cet aspect va provoquer DeAndre Ayton, mets-le en foul trouble, et tu vas voir que ça va changer un peu la donne. Saric est blessé, Kaminsky joue pas. Force-les à jouer petit, tu mets Giannis et le grand Lopez, et tu vas voir que tu vas pouvoir retrouver ce fameux rouleau compresseur qu'ils ont eu face aux Nets et face aux Hawks. Ça, ce qui est sûr, c'est que surtout à un moment donné où Jrue Holiday dans un trou, parce que Jrue Holiday est à 17 points, 7 sur 21, on l'a senti dans son début de match qu'il avait envie de... Mais ça ne s'est jamais traduit par de l'adresse et par des momentum offensifs. Maladroit sur des petits trucs, là. Absolument. Chris Middleton, lui, est à 11 points. Alors, il fait 8 passes D et 6 rebonds, mais à 5 sur 16 au tir, 41 minutes, 1 sur 6 à 3 points. 0 lancé franc. Stat incroyable aussi, ça, 0 lancé franc pour Middleton. En fait, tu vois que les deux sont vraiment en travers. Et pourtant, Middleton met 2 filoches en deuxième mi-temps. Ouais, il faut que... Va chercher autre chose. Fais un pick and roll avec une fois Giannis, fais un pick and roll une fois avec Brook Lopez sur du pick and pop. Voilà, fais autre chose. Ils n'ont jamais tenté de faire autre chose. Et pourtant, Giannis fait un grand match. Et moi, pendant le match, je me disais, mais putain, ils sont en train peut-être de gâcher leur meilleure cartouche, à l'extérieur du moins, avec un Giannis qui est phénoménal, et ils vont se le perdre ce match. Ils vont se le perdre. Giannis à 40 points. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Chris Middleton,
On sait que, notamment sur les fin de finale de demi-finale de conf et finale de conf, sur les fins de série, il a été exceptionnel, avec du Kobe, inarrêtable. Mais moi, j'oublie pas non plus le début de série face aux Nets où il est catastrophique, où en attaque, il joue à l'envers, choix de tir minable. Et en plus, il graille en attaque, en défense, parce que là, Devin Booker lui a fait une chanson. Tout le match aussi, il a pris plein de museaux. À un moment donné, pour moi, il y a une action symptomatique de « je suis pas dans mon match, je fais n'importe quoi ». Ils sont à -7. Ils sont en train de revenir, ils ont une balle, donc pour revenir à -5, voire -4, ils se stoppent en contre-attaque. On ne sait pas pourquoi. Il envoie une fléchette, contre-attaque, 3 points de Devin Booker dans la gueule derrière, +10 pour les Suns. On est milieu de 3e quart-temps. C'est quel genre de choix, ça? On est en finale NBA, tu ne peux plus faire ça. Alors oui, Chris Middleton est capable d'être très bon, il le sera peut-être sur le match 3. Le fait est que le match 3, il n'est pas encore joué, que le match 2, il est joué, et que tu as fait un match correct, match 1 perdu, tu as fait un match de minable, et que pour l'instant, pour moi, tu rates ce début de série. Tu associes les deux matchs de trou l'idée, c'est trop dur. De toute façon, après, on peut parler de la provocation de DeAndre Ayton, les adaptations pick and roll. Si ces deux mecs-là sont pas capables d'avoir un minimum leur niveau, plus, mais tu vas te faire casser la gueule. Tu vas te faire casser la gueule. Et ils sont en train de se faire casser la gueule. Il y a Gone2104 qui nous dit c'est pour ça que les deux lieutenants de Giannis seront jamais des superstars. Beaucoup trop de up and down et des matchs sans trop d'adresse. L'attaque des Bucks, c'est un film de merde sur TF1 le lundi soir. Bravo, elle est magnifique celle-là. Merci pour Camping Paradis. C'est clair. Je regarde encore quelques commentaires. Tellement stéréotypé l'attaque des Bucks, nous dit Andou 12, ça clairement. Affreux. Lomils nous dit Holiday de Nola au-dessus, enfin supérieur à Holiday de Bucks, le jeu ne lui convient pas. C'est une chose qui peut se défendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que leurs performances, quoi qu'il arrive, sont sous leur standard. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec le fait aussi que les Bucks ne courent pas, trop peu. Yanis a de la contre-attaque. Il y a de la transi tout seul, mais collectivement, il n'y a pas de transition offensive. T'as peu de tir, de toute façon, en transi, hein, tu le sens. Ce que font très bien les Suns, c'est qu'ils arrivent à gérer les 3 temps du basket, de la contre-attaque pure, de la transi, on le voit, parce que ça peut être un mec avec une extra passe dans les corners, du Jake Roder, du Michael Bridges ou autre, et le jeu sur demi-terrain. Et le problème, c'est qu'en face, là où je te rejoins, c'est qu'il y a peu de véritables contre-attaques. Le jeu de transition, il ne passe que par le biais de Yanis. Donc Yanis qui va faire ses pas et qui arrive talentant, il est fort. Mais les autres, Jrue Holiday, tu ne vas pas trop pénétrer et kicker. Et sur demi-terrain, on sait que le jeu des Bucks, dès qu'il ralentit, il devient stéréotypé et faible. Donc là, de toute façon, on n'est pas en train de découvrir qu'il y a une équipe qui est largement supérieure, parce que de toute façon, il y a 2-0. Donc, Oui, c'est sûr. Mais je reste malgré tout surpris de cette équipe. On rappelle, c'est un projet quand même qui a commencé il y a 3 ans. Moi, j'ai souvent dit que Budenholzer, petit à petit, saison après saison, rajouter des briques à son projet collectif. Force est de constater que là, son projet collectif, ça me fait mal au cœur que ces mecs-là arrivent en finale et jouent un basket aussi stéréotypé. Et peut-être aussi que Jrue Holiday, c'est un joueur que j'aime bien, donc ça me fait chier de le voir comme ça. Après, il rate plein de petits tirs, et puis après, on sent que très vite, il joue avec un sentiment d'urgence, avec des choix de tir très suspects. Je comprends. Alors au final, Tom, ils sont dans le match. Hein. Jamais ils sont à -20. Ils doivent monter à -15 max. -15, -16 max, mais ils reviennent très vite sous les 10. Mais la gestion, quand on voit les deux gestionnaires de l'autre côté et quand on voit la gestion côté Bucks, je me dis, mais en fait, oui, le score, il est presque flatteur, j'ai envie de te dire, pour les Bucks ce soir. Il est flatteur. Le plus gros écart, c'est 65-50. Au tout début du 3e quart. Plus 15. Juste avant que Yanis se dise ouais, on est à -15, vas-y, je m'y mets. Voilà. C'est à ce moment-là. Après, le plus gros rapproché, donc c'est 6 points d'écart. Non, il y a 5 points d'écart, 88-93 à 9 minutes de la fin. Et à ce moment-là, moi, je pense qu'il y aura un money time. Bon, derrière, ils arrivent jamais. Non, ils arrivent jamais. Ils arrivent même pas à s'offrir un money time. Ça, c'est vrai. Même pas. C'est vrai. Maintenant, il y a un truc, c'est que tu viens de perdre 2 fois à l'extérieur et que dans ces séries de playoff NBA, le momentum change. Comme ça change dans un match. On l'a vu avec les Clippers cette année, où on leur promettait la mort après 2 défaites à domicile. Finalement, ils arrivent à gagner des séries. Moi, j'ai pas envie d'enterrer les Bucks, parce que 2 matchs à domicile, ça peut relancer complètement leur équipe. Maintenant, il y a tellement de choses où je les sens inférieurs aux Suns que j'ai du mal à me dire qu'ils soient capables de le faire.
Tu vois, parfois, moi, je me dis, bah oui, tu regardes ton match et finalement, les Bucks vont peut-être se faire. Il y aura peut-être un blowout, peu probable, hein, mais un blowout sur un match de 3 avec de l'adresse et tout ça. Mais ce qui m'inquiète énormément, c'est que leurs faiblesses en attaque, pour moi, elles sont insolubles. Je les vois pas avoir un moment de grâce en attaque. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à me projeter sur un moment de grâce en attaque, comme on les a vus contre les Nets parfois, ou en finale de conf contre Atlanta. Leur adresse simpliste, pour pas dire simplissime, pour moi, elle est insoluble. Je te rejoins complètement pour gagner 4 matchs. Sur un match 3, oui, peut-être, à l'orgueil, à la réaction, très bien. Gagner 4 fois contre cette équipe-là, qui déjà, au bout de 2 matchs, est rentrée dans ta tête. Tous les match-up leur sont favorables, à part celui de Giannis. Mais à la limite, ils peuvent vivre avec. Hein. Tous les autres, ils les gagnent, les match-up. Donc, ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi. À moins de... Et puis, il n'y a personne qui sort du lot. Brook Lopez, pour l'instant, n'est pas sorti du lot. Bobby Portis, comme il l'avait fait en finale de conf, n'est pas sorti du lot. Pat Connaughton, oui, mais quelques tirs. Jrue Holiday a raté ses 2 matchs. À côté de ça, on pourrait se dire aussi qu'ils perdent le premier à peu près pareil. Ils encaissent 2 fois 118 points. Ouais, mais il y a la manière, pour moi. Ouais, mais est-ce qu'on pourrait pas aussi se dire que si Jrue Holiday et Middleton font un match dans leur standard, je leur dis même pas de mettre 40 points, mais dans leur standard, il y aura un money time, naturellement. En tout cas, ils sont obligés, on l'a bien vu, tu l'as dit, ils se sont grillés une cartouche avec leur superstar qui met plus de 40 pions. Mais les deux là, il faut qu'ils soient ils peuvent pas s'offrir ce... Mais encore, on dit les deux, mais oui, il faut que les deux en même temps soient corrects, un minimum correct. Les 3 doivent être bons pour être dans le match. Pour gagner, il faut qu'il y en ait un qui devienne soit incroyable, soit les 3 sont forts. Par contre, j'ai la certitude, quand je vois ce que proposent les Suns sur les 2 premiers matchs, on verra si ça va continuer à Milwaukee, mais en tout cas, moi, je prends ce que j'ai vu, je me dis qu'ils n'ont pas le choix, les autres. Ils n'ont pas le choix, ils doivent step up, sinon, c'est fini. C'est fini. Pour l'instant, les match-up de mégastars, des superstars, sont trop à l'avantage des Suns. En tout cas, il y a The Mwamba 8, il dit Giannis domine la raquette des Suns. Avec un peu d'adresse, ça va le faire. Dit comme ça, je te rejoins, hein, mais le problème de l'adresse, c'est que les Suns trouvent des positions ouvertes et ont de l'adresse. Là, le seul qui a des positions ouvertes, franchement, c'est Pat Connaughton, mais parce qu'il est moins défendu que les autres. Tous les autres, donc Jrue Holiday et Middleton, malheureusement, ne trouvent pas l'adresse parce que c'est dur. Parce que c'est dur, la défense des Suns, elle est de très haut niveau aussi, hein, et sur toute la campagne de playoff. Complètement, on l'a pas assez dit, on l'a pas assez mis en lumière, mais la défense des Suns, individuellement et collectivement, est monstrueuse. Mais dis-moi ce que t'en penses, j'ai pas l'impression que le problème des Bucks, ça soit l'adresse pure. Un peu moins. Enfin, je trouve que leur problème principal, il n'est pas tant défensif. Je pense que là, il y a 118 parce que sur la fin, ça se délite un peu, mais ils peuvent tenir les Suns sous les 110, je pense. Mais en attaque, ils n'ont pas d'adresse parce que leur construction offensive n'est pas assez bonne. Pas qu'elle soit mauvaise, elle n'est pas assez bonne. Spacing minable, absolument, pas de passing game, pas de jeu sans ballon. C'est clair. Pas de jeu sans ballon, c'est terrible. Beaucoup de 3 points et tout ça. Là, ils ont changé. Et j'aimais bien, moi, leur idée de début de match. Mais le sport de haut niveau, là, aujourd'hui, tu peux pas tout baser sur l'adresse. Ça, on le sait. C'est pas ce qu'on leur demande. Par contre, il faut mettre un peu dedans à 3 points. Sinon, tu peux pas gagner un match. Non, mais ça, évidemment. Tu vois, vu qu'en face, ils mettent dedans. Quand on dit l'adresse pure, c'est que c'est pas comme si ça avait bien bossé, puis que les mecs sont ouverts. Gamelle, je suis dans un mauvais soir. Non, c'est pas ça. Là, c'est toujours pareil. Moi, j'en reviens toujours à la sélection de tirs. Ils prennent des tirs de merde parce que leur attaque, elle pue la merde à un moment donné. Je te dis, moi, Middleton, quand il a pas la gonfle, il a passé le match comme ça. C'est terrible. C'est terrible. On voit pas de backdoor, on voit pas on voit pas d'écran, on voit pas de coupling de fond. Ça, c'est vrai. Hein. Parce que même quand Giannis il poste et tout, qui coupe autour, qui amène une petite alternance pour 2 points faciles. Il a même pas fait une petite passe. Voilà. Un mec qui coupe. Un mec qui coupe en panier de facile. Ah ouais, attends. Ah merde, putain, si on va doubler sur Giannis, les mecs qui coupent dans le dos. Alors on va pas aider. Ah bah Giannis tout seul. Ah ouais. Non. D'ailleurs, c'est ce que font aussi défensivement les Suns. Il y a très peu de prise à 2 sur Giannis. Une fois qu'il est dans la raquette, il y a du monde autour. Ok. Mais on le laisse faire tous ces petits fadeaways, ces petits tirs à midi distance, d'ailleurs qu'il a été plutôt adroit dans ce domaine-là, mais il n'y a pas de prise à 2. Donc du coup, ils se disent, on va peut-être laisser Giannis mettre ses 40. Ils ont leur plan. Mais autour, on va bien défendre sur les gars et on va tenir notre duel. Ils ont ce qui n'est pas le cas en face. Hein, parce que les mecs, ils passent leur vie à courir, les Suns. On voit les gars, une passe, shoot. Ah oui, d'accord. L'action que tu décris, que tu as décrit tout à l'heure, avec la fin de le N1 de DeAndre Ayton. Comme si tu me trouves cette action, t'es le meilleur. Tu me l'amènes dans le bar. Parce que c'est pas juste passe toi à moi. Non. C'est passe, je coupe, je veux me replacer, je me rends disponible, et top, et je retouche la balle, et je transfère, et je recoupe, et le mec qui prend ma place. Voilà, mais c'est un truc collectif. C'est pas juste, on se fait faire à cheval, bam, bam, bam. Il y a du mouvement sans ballon systématique, et de Booker et de Chris Paul, pour que ça finisse sur une fixation intérieure et un dunk.
Mais bon, voilà, c'est le b.a.-ba du basket. Maintenant, Budenholzer, on sait que c'est pas... Moi, je disais avantage à Budenholzer, en fait, sur le début de ces finales-là. On me l'a un peu reproché. Parce que j'étais quand même 4 finales en tant que numéro 2 aux côtés de Popovic. Mais force est de constater que il est pour l'instant des œillères et que surtout, je me rends compte, et je m'en étais un peu rendu compte face aux Nets et face aux Hawks aussi. Ça n'a pas commencé cette année. Hein. Mais là, il ne s'adapte pas du tout en plein match. Quand ils mènent 2-0 et qu'ils perdent 4-2, c'est vrai, on l'a déjà vu. Suite, mais j'avais l'impression que l'équipe était jeune. Je mettais un peu ça sur le dos de la. Voilà. Moi, je trouve que l'équipe est meilleure avec Jrue Holiday. L'équipe est meilleure maintenant avec de l'expérience et tout. Mais l'équipe n'est, pour l'instant, en tout cas, pas assez bonne pour être champion NBA si ça continue comme ça. Quelques commentaires, les gars, on vous prend pendant que Tom est en train de nous chercher la magnification parce qu'on va se régaler à la regarder ensemble. Qu'est-ce qu'on a vu d'intéressant? Alors, vraiment, ils étaient au fond après les 2 premiers matchs chez les Nets, mais la marge est moins grande. Ça, c'est toi qui le dis, mon ami Kagano. Il y a du monde qui déboule à Webedial apparemment, des voix féminines. Quelle belle entreprise. Jrue Holiday et Middleton ne sont pas à la hauteur sur cette finale. Pour moi, vous en pensez quoi? Eh bien, on est tout à fait d'accord avec toi. Pour l'instant, ils passent complètement à côté. Il y a Boucher qui dit la perte de balle de Pat Connaughton quand les Bucks reviennent à -6, elle fait mal quand même. Putain, ça c'est clair qu'il y a eu des sorties de temps morts très mal négociées. Une fois Yanis, Pat Connaughton aussi qui perd ce ballon-là. C'est un moment important. Ça pour moi c'est inadmissible. T'es à -6, temps mort, balle à toi, tu sors du temps mort, tu perds la balle, tu prends 3 points derrière. Ça c'est pas possible quoi. C'est inimaginable. Il y a Oxydal qui dit Yanis a trop la balle dans les mains alors que sans lui, Jrue et Middleton sont plus libérés dans le jeu. Ça c'est toujours... Voilà, moi je pense personne va dire ici que... regarde, tu nous l'as mis super. Et Holiday et Middleton, ils sont venus pour être numéro 2 et numéro 3. Donc au bout d'un moment, s'ils n'arrivent pas à jouer avec Yanis, merde quoi. Ouais, pas faux. Regarde la disponibilité quoi. Ouais, grave. Regarde, hop, la coupe. Regarde, tac. Alors bon, ça c'est la fin. Ça on est sur la fin. Incroyable. On va la remettre au début. Finish incroyable avec beaucoup d'émotion et tout à la fin des 24. Je voulais compter. Remets-nous s'il te plaît Tom. On va compter le nombre de passes parce qu'on s'est posé la question tout à l'heure. Alors dites-nous vous dans les commentaires. J'en avais vu combien? Nous on avait dit plutôt 8 ou 9. Alors regardons ça. Regarde. Chris Paul. Regarde Chris Paul. Hop là. Regarde Booker. 3, tac. Il va aller se replacer après. Boum, il reste au poste. Là, on est corner. Regarde Booker là-haut, comme le jeu sans ballon, il est revenu. 7, hop, Michael Bridges, comme ça, le jeu sans ballon, il va venir corner là-bas. Et regarde, ça défend bien. 7, 8, hop, la coupe de Booker. 9, petite 10 passes, gros. Voilà. Et, hop, et le grand oublié, ligne de fond. Et le grand oublié, parce que quand tu fais 10 passes, la ligne de fond, pour les grands, c'est toujours bonheur. Parce que les mecs, ils ont tendance, au bout de 10 passes, à aller vers la balle, le grand ligne de fond. Moi, je vois du mouvement, d'envie de se passer à la balle. Il n'y a quasiment pas de dribble. J'ai pas vu. 10 passes, c'est ce qu'ils ont dû faire en un quart temps, les Bucks. C'est tellement ça en plus. Il y a Liazou qui dit DiVincenzo manque vraiment sur les rotations. Clairement. Bien sûr. Clairement. C'est leur clairement toute la saison. Mais dedans, met du jeu en attaque. Dans l'alternance aussi, il se lâche, il est bon passeur. Évidemment que DiVincenzo manque énormément à l'équipe. Le choix du coach des Suns de découper Yanis dans la raquette aussi, ça a été rentable vu son pourcentage de lancer franc. On rappelle 11 sur 18. Hein. Ouais, un super pourcentage au tir. 11 sur 18. Lancer franc, c'est 11 sur 18. C'est 11 sur 18 au lancer qui fait. Ça fait pas beaucoup, gros. Pour Yanis, c'est presque, on va te dire que c'est OK. Après le découpage, oui, ça c'est le jeu. Ils vont pas le laisser. Et d'ailleurs, Van Gundy dit un truc, il a totalement raison. On apprend aux grands, lorsqu'ils prennent un rebond, quand ils prennent un rebond sur la tête, de ne pas descendre la balle. Et par exemple, Brook Lopez, qui est déjà très très grand, lui, ça se voit qu'il a bossé toute sa vie en tant que grand et que quand il prend un rebond, la balle ne redescend jamais en dessous de sa tête. Et remonte direct, donc c'est impossible de lui prendre la balle. Yanis, tout le temps, il prend la balle et il fait ça. Il baisse la tête, il descend complètement son corps et donc là tu remontes jamais. Et tu remontes jamais. Les mecs ils ont des tronçonneuses. C'est clair. Donc Van Gundy le dit pendant le match, c'est flagrant. Bah voilà, regarde, ça finit toujours avec un ballon qui meurt là, tu sais, comme ça, qui finit sur le terrain. Mais bon, au bout d'un moment, à Yanis de bosser aussi là-dessus parce que ce serait des end-one facilement et plutôt que d'être à 42, il sera à 50. Si mais c'est lancers francs, il sera à 80 d'ailleurs. Yanis Antetokounmpo. Et d'ailleurs ça compte parce que moi je me dis quand même qu'on est là à dire oui, c'est à peu près normal pour les pourcentages de Yanis. Donc tu perds de 10 points, tu as raté 7 lancers francs. Moi, je trouve quand même que c'est très rentable, comme disait notre ami, côté Suns. Make sense. Faire du hack à Yanis. C'est pas vraiment ça du hack. Non, c'est pas vraiment ça du hack. Il le marbre juste quand tu prends un rebond offensif ou quand il est passé et tout, il le marbre. Bon. Absolument. 18 fois sur une des lancers francs. On est encore loin du record du Shaq, parce qu'il avait tiré, tu sais combien, Erwan, contre les 28. Tu peux aller un peu plus. 35. Tu peux aller un peu plus. 42. 39 lancers francs en finale NBA. Contre c'était qui? Contre les Nets.
Ah bah après les Nets, mais les Nets, il y a cette photo incroyable où il dunk, il y a Kenyon Martin, Keith Van Horn, il y a l'espèce de Blake Griffin Williams là. Pas là Aaron Williams qui lui accroche son maillot et tout, mais les Nets ils étaient obligés de le marbrer. Hein. Il y avait même Mutombo sur le banc mais qui était vraiment en fin de vie. Absolument. Attends, non, c'est contre les Pacers, 39 lancers francs contre les Pacers. Je dis une bêtise dans le match 2. 39 lancers francs. Ça devait être un match qui a duré 4h30, je crois, plus qu'une finale de Wimbledon. Enfin bref. On va sur les tops et les flops, vite fait, puis vous allez nous dire quel est votre homme du match. Il y a plein de choix intéressants. Michael Bridges, pourquoi pas. On a aussi du Chris Paul. On a aussi du Devin Booker. C'est le mec qu'on va retrouver d'ailleurs dans les tops. On a aussi rajouté Giannis, évidemment. On a voulu mettre le duo Paul et Booker, pas Polo dans la régie, mais bien Chris Paul. Tous les deux ont été des leaders fantastiques et on a dit ils ont tué tout esprit de rébellion, j'ai envie de te dire. Ouais, et puis ils font tourner la boutique. C'est vraiment c'est un bonheur quoi. Ils font jouer tout le monde, ils mettent les paniers qu'il faut, ils impliquent tout le monde. On sent que les mecs sont contents et sont en confiance de jouer avec ces mecs-là. Et on sait que c'est important que quand t'es leader, te donne confiance, tu sais que avec eux, il peut rien m'arriver, je vais juste faire mon taf. Ouais. Et c'est ce que les mecs font avec certains qui se subliment, comme ce soir Michael Bridges. Donc non, vraiment, moi, ce duo-là, au-delà des stats, c'est ce qui dégage ce truc de leadership. Ils n'ont pas besoin de crier, ils n'ont pas besoin de faire des speeches au temps mort pour dire « Allez les gars, let's go !» Ils sont là juste « T'inquiète. Monte sur mon dos, ça va aller. » Et ils régalent pour ça. Ils ont été très très forts. Je vous mets un petit sondage là, comme ça vous pouvez voter. Hop, je vous mets qui est donc le MVP du match, Booker, Chris Paul, Giannis ou Michael Bridges. Bridges comme un pont, donc très bien. Hop, ça part. On a mis Giannis donc dans les tops. On était obligé. Oui, bien sûr. Il a été magnifique. Hein. Il a été magnifique. On a vu quand même une perf historique, hein, puisque c'est le deuxième plus gros total sur un carton de points marqués en finale NBA. On l'a vu dans plusieurs séquences. On l'a vu mettre un tir à 3 points, on l'a vu faire mettre quelques fadeaways plutôt mignonnés. On l'a vu très agressif. Voilà, non, c'était un super carton de Giannis. Et puis, il a maintenu son équipe. On l'a senti un peu seul. Et on a envie de l'encourager, donc on l'a mis dans les tops. Absolument. Michael Bridges, vite fait, je vous redonne ses stats qui ont été... il a été incroyable dans le début du match. Hein. Franchement, on voyait que lui. Et ça, franchement, ça se tient parce que Phoenix peut... Moi, je pense vraiment que le début de match des Bucks, où ils sont très agressifs, et où les Suns, finalement, ils trouvent pas cette relation directe avec DeAndre Ayton. Et justement, et c'est là que Monty Williams leur dit, ou Chris Paul voit aussi, qui leur dit, le corner là-bas, c'est là-bas qu'il faut les sanctionner. S'il met pas dans Michael Bridges, il en met deux. Derrière, il y a, comment il s'appelle, Cameron Johnson qui en met un aussi. Mais s'il met pas ces deux-là, tu peux vite être à moins 10, moins 12. Et tu peux commencer à gamberger. Or, c'est pas le cas. Lui, il lui met les deux filoches, il lui met les deux ballons, il met deux filoches et il leur fait mal aux Bucks. Ces deux paniers font très mal aux Bucks parce qu'ils sont dans leur game plan défensif, ils sont en place, ils sont en canne et l'autre, il les sanctionne. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, il a chambré le frère Antetokounmpo toute la soirée. L'autre, il est là, blablabla. Tiens, filoche, tiens dans ta gueule. Tiens dans ta gueule. Tiens dans ta gueule. Allez, vas-y, régale. Moi, je dis qu'il a montré du doigt, je pense qu'il lui a fait des petits fucks comme ça. Il devait montrer du doigt. Il est sur toute la première mi-temps, vu qu'il a marqué tous ses paniers à 1m50 de Thanasis, qui d'ailleurs est toujours debout, hein, il ne va jamais s'asseoir, notre ami. Hein. Eh bien, il lui parle, et ça, c'est quand même des phases qu'on aime. Les phases de mecs qui ont des grosses baloches, et ça on kiffe. Je regarde vite fait les résultats du coup qui est le MVP du match 2. Vous avez voté à 69% les amis Devin Booker. Donc Devin Booker. Prime à la star. Et surtout prime énorme deuxième mi-temps. Qui a mis des filoches dans les moments importants. Énorme deuxième mi-temps, 5 sur 5 à 3 points, 31 points, vraiment. Lui, on disait qu'il était en train de devenir une superstar. Moi, ce soir, quand je vois jouer ce mec-là, je me dis, non, on a affaire au gratin, à la très grande table des méga stars NBA. Vraiment, il est... Moi, je te dis, il n'est pas juste fort, il dégage un truc, mais je suis là, c'est normal, vous inquiétez pas, c'est pas un miracle. Et tu sais ce que je me disais, alors c'est très tôt, hein, ce que je vais te dire, mais quand je voyais Booker comme ça, que je voyais Michael Bridges, que je vois Monty Williams, qui est un jeune coach, je me dis, en fait, les Suns, là, cette année, oui, il y a eu des concours de circonstances de blessures et tout, mais l'année prochaine, ils seront là. Il n'y a pas de raison, quand t'es en finale NBA, tu as gagné l'Ouest, il n'y a pas de raison de pas y croire. Même avec les autres revenus. Ce que fera Chris Paul et comment il évoluera. Mais alors évidemment, si Chris Paul reste, mais l'expérience que ces mecs-là ont pris là, ces deux derniers mois, c'est 3 saisons de gagné. Hein. Ça c'est clair. On va dans les flops et vous êtes beaucoup à avoir mis dans les tops Monty Williams. Alors Monty Williams n'est pas dans les tops, c'est mérité. Bud est dans les flops parce que justement, il se fait dominer de ouf par Monty Williams. Exactement. Donc je relis l'idée, on va pas revenir dessus, Chris Middleton. Oui, parce c'est nulot, on a trop parlé, ils sont pas bons, ils ont pas été bons. Par contre, Mike Budenholzer, effectivement, et c'est vrai que si on n'a pas mis Monty Williams dans les tops, on aurait clairement pu le mettre, mais on a tenu à mettre Mike Budenholzer parce que
Parce que je trouve que Tonton est beaucoup trop, n'est pas assez dans la réaction de match. Ce qui se passe dans un match n'influe pas assez ses décisions. Il n'arrive pas non plus, je trouve, à trouver des solutions avec ses joueurs de banc, à mobiliser un petit peu ses gars. Je trouve que Brook Lopez en deuxième mi-temps, il est perdu. Et si à un moment donné, tu as un joueur aussi important que Brook Lopez qui est perdu, c'est quelque part la faute du coach. Et sur les temps morts, c'est bien beau de voir Giannis parler ou PJ Tucker parler. Moi, j'aimerais le voir parler, lui, sur les petits wires qui font là, les ricains. J'en ai vu avec Monty Williams. J'en ai pas vu avec McBudenholzer. Alors évidemment, il doit parler à ses joueurs, hein. Mais je le sens. Il dégage rien de rassurant, je trouve. Petit top aussi pour le tough dude hein, de Monty Williams quand Torrey Craig s'est blessé à l'interview du troisième quart-temps, de la fin du troisième quart-temps. Ça me régale quand les coachs parlent comme s'ils étaient normal. Torrey is a tough dude. Il me régale. Il m'a régalé, gros, totalement improbable. Voilà, c'était un petit top en plus pour notre ami Monty Williams. On va clôturer ce match-là, on va se projeter sur le match 3. Donc c'est dans la nuit de dimanche à lundi. On a une belle soirée qui nous attend dimanche, hein, puisqu'on sera ensemble tout le week-end pour suivre la finale de Wimbledon, le Tour de France 16h30 le samedi. Nous on sera ensemble pour la finale de l'Euro autour d'Alex Ruiz. On sera évidemment à 18h30, il y aura le récap sport avec Norman pour justement rentrer dans cette finale. On parlera de finale NBA puisque il y a à 2h la finale de la Copa América et la finale NBA qui commence. Donc ça va être une très belle journée. On vivra ça ensemble comme aujourd'hui avec le débrief juste après le match. Mais je te pose la question, quels ajustements et qu'est-ce qu'on peut espérer pour ces foutus Bucks dans le match 3 pour qu'ils le prennent? Et moi, je commence à être à court. Bah, tu vois ce que je veux dire? Il y a autant tactiquement, il y a plein de trucs que j'avais envie de voir dans le match 2. J'ai vu des trucs intéressants. Là, pour moi, ça n'a plus rien à voir avec la tactique. Hein. J'ai besoin quand même que les deux gars, là, numéro 2 et numéro 3, ils me fassent un match de bonhomme. Ils sont capables. Moi, je pense que sur Giannis, on rentre à Milwaukee. Je leur dis, les gars, allez, Giannis et je fais Chris et Drew, venez à la maison. Manger à la maison. Et je leur dis les frères. Non, mais là, c'est plus possible. En fait, il faut la jouer à l'orgueil, il faut piquer les mecs. Là, parce que tu as raison, moi, tactiquement, je sais plus trop quoi faire. Ah oui, tu peux te réajuster un petit peu, donner un peu moins d'aide, parce que dans les corners, ils ont compris comment ça marchait, qu'ils nous l'ont mis à l'envers là-dessus, nanana. Ils vont pas toujours mettre. Est-ce qu'ils seront aussi à droite, à l'extérieur? Tout ça, c'est oui. C'est déçu. Là, à un moment donné, faut man up, comme ils disent les Américains. Man up. Là, les deux, là, c'est un peu de l'orgueil. Alors, on sait que Middleton sait réagir. On sait que Rudy aussi sait réagir. Mais là, il faut réagir parce que 3-0, c'est terminé. Voilà. 3-0, c'est sur la merde. Voilà. Mais 3 aussi. Hein. Non, mais 3 aussi. Donc là, tu as 2 matchs à domicile. Ils doivent récupérer le momentum. Donc, voilà. C'est tout l'enjeu du troisième match. Je reste persuadé qu'ils peuvent être plus durs, leur faire plus mal. Quand je vois le début du match, comment physiquement, ils ont réussi à surprendre les Suns, à leur faire mal avant qu'ils prennent la mesure, les Suns, tactiquement, mais même physiquement. Je pense qu'ils ont besoin de faire mal aux Suns. Ça reste une équipe jeune, ils ont besoin de leur faire mal, physiquement. Et moi, je reste persuadé qu'il faut provoquer DeAndre Ayton, qu'il ait des problèmes de faute, donc ça crée des problèmes tactiques à Monty Williams, qu'il soit obligé de jouer small ball. Et là, avec Lopez et Antetokounmpo et PJ Tucker et même Middleton, tu les massacres au rebond. Voilà. Et tu leur mets un vrai combat comme ça là-dessus, avec Eaton qui sort. Les amis, qui gagne le match 3? Dites-nous vite fait dans le chat. Erwan, on est à 3 jours. Est-ce que les Bucks le prennent? J'ose espérer qu'ils vont réagir à domicile. Je vais dire oui, les Bucks reviennent à 2-1. Très bien. Moi, je dis 2-1 et je dis 3 ensuite, et ça finit en 5. En tout cas, il y a une équipe qui joue tellement mieux au basket, qui est tellement mieux coachée. T'es sérieux, là? Tellement mieux coachée. Putain, mais qu'on vit des moments incroyables, quand même, c'est pas possible. Donc, en cas Middleton à 40 points. Mais attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire? En plus, il me regarde droit dans les yeux. En tout cas, il y a le gars, le mec là, Suns là, qui est ressorti sur tous les réseaux. Ah ouais. Parce que c'est quand même la grande crainte. Si les Bucks se font sweeper en finale, ce serait quand même incroyable. Hein. Ce serait incroyable. J'ai envie de voir DeAndre Ayton en fall trouble et comment les Suns réagiraient à ça. Faut poser des problèmes à Monty Williams. Pour l'instant, les Bucks n'en posent pas. Donc je suis pas coach des Bucks, mais voilà ce que j'essaierai de faire quand même, c'est d'aller provoquer ce grand sgeg de DeAndre Ayton avec pourquoi pas du post-up ou sur du pick and roll, mais le cibler. Je trouve qu'on cible pas, il n'est pas ciblé du tout. Voilà. Très bien. Eh ben écoute, très bien. En tout cas, tout le monde est plutôt chaud pour dire que ça peut être une série courte. Hein. Tout le monde est très chaud sur après, c'est normal avec les 2 matchs qu'on vient de voir. Celui qui me dit, j'ai vu un gars qui a dit Bucks en 7. Alors je sais pas si c'était une blague ou quoi, mais en tout cas, si les Bucks gagnent en 7, eh ben on pourra en discuter ensemble. On a déjà vu une série où il y avait 3-1, on s'est dit c'est terminé, puis ça finit en 7. C'est pas faux, mais c'était un premier tour. Hein. Non, c'était les finales 2016.
Ah, tu parles de ça? Moi, je Ouais. pensais au 2-0 des Clippers Mavs. Absolument non. pas du tout le même match. Rien du- Un petit peu le même match. Mais bon, franchement, s'il faut la même chose, parce qu'il n'y a pas LeBron quand même dans l'équipe. Hein. Enfin, c'est un autre débat. On se retrouve donc dimanche soir, les amis, pour de la NBA. Et puis, on se retrouve aussi, on est quelle journée? Vendredi matin, là, en ce moment même. On se retrouve dès samedi avec l'équipe première qui sera destinée au Tour de Polo, au vélo et au Tour de France. Ensuite, il y aura Handicap Sport. Il y aura pas la libre antenne, puisqu'on regardera le France-Espagne qui, on l'espère, sera diffusé celui-ci à 20h30 sur la chaîne L'équipe. On regardera ça ensemble. Et puis ensuite, le dimanche, il y aura du tennis avec la finale de Wimbledon, il y aura la Cap Sport et puis il y aura la grande finale de l'Euro autour de Alex Ruiz. L'Italie joue contre l'Angleterre et je sais plus pour qui je suis. En fait, je sais plus. Ah, moi je sais, hein. C'est pour qui toi? Tout sauf l'Italie. Forza Italia. Allez les amis, on vous souhaite une bonne journée. Tous ceux qui regardent sur YouTube, merci les gars. On est très content de vivre ça avec vous. Évidemment, on chatte avec vous dans les commentaires et puis on se retrouve ce week-end pour toujours plus de sport. Bravo à la régie, vous êtes les meilleurs. J'ai vu quelqu'un qui demandait est-ce que vous prenez un alternant en marketing digital? Malheureusement non, on a déjà Jérémy qui est le meilleur. Donc, Ouais, c'est exactement. Et on a trouvé le meilleur, donc tu es certainement le deuxième meilleur, mais on a le meilleur, donc voilà. Tout à fait. On voit un CV, on sait jamais. Hein. Il nous saoule un peu en ce moment, donc peut-être que s'il continue à être chiant comme ça, peut-être qu'on Non, mais l'évincera. surtout que j'ai vu qu'il a DM ma sœur et elle est pas majeure et ça me pose un problème. Bah quand lui même. non plus, hein, je te Ah, rassure. ah oui, c'est vrai. Bon. Go Jérémy alors. Les amis, on vous laisse là-dessus, on vous embrasse. Bonne journée, bon week-end. Ah, ciao. Hold up, did you really think I'm bad it? Say she wanna leave, but it's way too crowded. But I'll vibe with you, I'm playing games, I ain't trying to lose. And if I take you back, I'ma kiss your neck. I could be